Bonjour chers amis. Depuis la nuit des temps, les hommes règnent en maître sur la littérature. Ceux-là même qui considéraient que l'écriture devait être une affaire exclusivement masculine. Au point d'enlever le mot autrice du dictionnaire au XVIIe siècle alors que le mot existait depuis des centaines d'années. Et saluons au passage le retour de ce grand absent qui n'est en rien un néologisme des années 2000 et s'il peut encore écorcher l'oreille, c'est uniquement par manque d'habitude. Alors, comment ont-elles procédé, ces rebelles de l'écriture? Réponse, le pseudonyme masculin. Parfois choisi, parfois imposé, je vais vous raconter l'histoire de 3 pseudos français et un anglais du XVIIe à nos jours. Et si je vous racontais... Dans ses satires, Boileau se moque de tout et de tout le monde. C'était un peu les guignols de l'époque. Et chacun en prenait pour son grade. Au détour de la satire 2, adressé à Monsieur de Molière, on trouve un passage où il se fout ouvertement d'un auteur à la mode. Pas Molière, un autre, déjà connu de nos services. Bienheureux Scudéry, avec bienheureux, là, moi j'entends Benet, Nigaud. Monsieur, je suis très net. Dont la fertile plume peut tous les mois sans peine enfanter un volume. Enfanter pour moi ici c'est pondre, hein, et ça se passe par le trou du... Enfin bon, je passe 2 vers pour pas faire trop long. Mais il trouve pourtant, quoi qu'on en puisse dire, un marchand pour les vendre et des sots pour les lire. C'est rigolo, parce qu'aujourd'hui, on ne dirait pas « ne lisez pas », on dirait « éteignez vos télés ». Enfin bref. Et quand la rime enfin se trouve au bout du vers, qu'importe que le reste y soit mis de travers. C'est dire la haute valeur littéraire des productions de Scudéry. Mais de qui parle-t-on ? Georges de Scudéry était un auteur assez prolifique dans les années 1630-1640. Mais lorsque Nicolas Boileau s'attaque aussi vertement à Scudéry, c'est aux usines Scudéry qu'il s'attaque, sans peut-être même le savoir d'ailleurs. Parce que, à cette époque, cette satire date de 1662, c'est Madeleine qui est au bout de la plume. C'est à elle que l'on doit les plus longs romans de la langue française, qui s'étalaient sur plusieurs années d'édition. Il s'agissait de véritables best-sellers, comme on dit aujourd'hui en bon français de France. Mais la Madeleine, pour se faire éditer, a pris le nom de son frère. C'est signé Georges. Il est d'ailleurs amusant de constater le nombre de romans qui figurent dans la bibliographie des deux. Par exemple, Artamène, Clélie, tous publiés dans les années 1650-1660, alors que clairement Georges s'était arrêté d'écrire et que Madeleine avait créé son salon littéraire. Au décès de Georges, le doute s'éteindra d'ailleurs. Donc, si Madeleine a profité de son frère pour publier ses romans et que Georges a profité du succès des ouvrages de sa sœur, on peut parler d'entente, voire de symbiose. Mais il reste une question. Est-ce que Boileau aurait été aussi peau de vache s'il avait connu le véritable nom de l'auteur ? Parce qu'en termes de galanterie, s'attaquer aussi franchement à la créatrice de la carte du tendre, c'est moyen. Et ça, il n'y a que lui pour savoir. Le 12 octobre 1842, naissait à Paris Henri Gréville. Ce joli petit garçon deviendra un célèbre auteur qui recevra le prix Monthyon en 1876. Wow. Je vous propose de découvrir le visage du lauréat. Quand Alice Marie-Céleste Fleury décida d'embrasser la même carrière que son papa, Jean Fleury, elle décida de choisir comme pseudonyme la ville de ses parents, Gréville. Et donc, pour se faire éditer, un prénom masculin, Henri. En 1857, elle épousa Émile Durand, qui, pendant que sa femme devenait Alice Marie-Céleste Durand, se fit à partir de là appeler Émile Durand-Gréville, puisqu'il était le mari de Monsieur Henri Gréville. Alors si ça, c'est pas de l'avant-garde, cela dit, ça le distingue des autres Émile Durand, parce qu'il y en a des tripotés.
Henri Gréville, donc, la femme de lettres, devint auteur à succès, que ce soit sous forme de théâtre, de romans, de poésie, et les plus grands écrivains de son siècle saluèrent unanimement la qualité de son écriture. Guy de Maupassant, dans le numéro du journal Le Gaulois en date du mardi 24 avril 1883, a écrit dans son article « Femme de lettres » : « De toutes les femmes de lettres de France, Madame Henri Gréville est celle dont les livres atteignent le plus d'éditions. Celle-là est surtout un conteur gracieux et attendri. On la lit avec un plaisir doux et continu, et quand on connaît un de ses livres, on prendra toujours volontiers les autres. » En disparaissant, le 26 mai 1902, elle laissa une œuvre colossale de plus de 150 titres. Si la misogynie régnait en maître sur la littérature française, et pas seulement, ce n'est pas que cela qui a provoqué le choix du pseudonyme de Amantine Aurore Lucile Dupin, plus connue sous le raccourci Aurore Dupin et encore plus connue sous le nom de George Sand. Et la création de ce nom est franchement sympathique. L'enfance d'Aurore relève de l'absolu cauchemar. Elle est née le 1er juillet 1804, moins d'un mois après le mariage de ses parents. Encore un roman. Et commence alors son parcours du combattant. C'est que chez les Dupin, les catastrophes s'accumulent. Arrivée à l'âge de 18 ans, elle s'éprend du baron François Casimir du Devant, qu'elle épouse le 17 septembre 1822, ce qui se révélera ne pas être l'idée du siècle non plus. Elle se trouvera des compensations d'ailleurs par une vie sentimentale des plus mouvementées. Bref, pour faire court, elle commence à s'engager en politique dès 1829 et souhaite se mettre à écrire. Parce que c'est notre projet! Sa rencontre avec Jules Sandeau sera décisive. Les deux s'entendent bien. Plus que bien. Et débute un ouvrage à 4 mains qui prendra le titre de Rose et Blanche, qui sera un succès. 2 auteurs, certes, mais un seul nom sur la couverture. Sandeau et Dupin prennent pour pseudonyme J. Sand. Seulement, l'éditeur, par malice, bêtise ou simple fantaisie, remet le prénom de Jules à la place du J. Les 2 larrons n'en ont cure et vont se remettre au travail. Cependant, dans son coin, la petite Aurore Dupin a écrit tout un roman toute seule et, pour honorer une demande d'éditeur, propose à Sandeau de le publier sous leur fameux pseudo. Jules Sandeau n'est pas du genre à s'accaparer la gloire de quelqu'un d'autre et, le roman étant très réussi, suggère à Aurore de le publier sous son vrai nom. Le roman s'intitule Indiana, ou Indiana, et sera publié en 1832. La jeune femme veut rester fidèle au nom qui l'a fait débuter. Donc, elle garde Sand et ajoute le prénom Georges, sans doute pour être plus facilement publié. Mais elle enlève le S final du prénom qui le rend typiquement masculin et joue davantage la carte de l'androgynie. George Sand n'est pas à son coup d'essai de ce côté-là. Comme elle était fort pauvre, étant jeune, elle avait opté pour des vêtements d'hommes, moins chers que des habits de femme. Elle avait même obtenu de la préfecture de police une permission de travestissement afin de ne pas être inquiétée. Elle lança d'ailleurs une mode sans s'en rendre compte. La suite, on la connaît. Une œuvre prolifique et admirable, des ennemis épouvantables, bavant de jalousie, comme l'infâme Charles Baudelaire. Oui, peut-être qu'un jour j'expliquerai pourquoi je déteste ce type-là. Parce que si on ne peut séparer l'œuvre de l'artiste, j'en connais qui vont déchanter. Et une gloire inégalée. Elle est la première femme en France à vivre de sa plume. Sans le rencontrer jamais, elle sera jusqu'à sa mort le 8 juin 1876, amie avec Victor Hugo, avec qui elle entretenait une imposante correspondance, et c'est lui qui écrira son oraison funèbre. Voilà l'histoire du nom de Madame George Sand. Beaucoup plus proche de nous, et en Angleterre cette fois, Robert Galbraith publie en 2013 un polar excellent, d'après la presse. L'Appel du coucou, édité en France chez Grasset. Le bouquin fait sa petite carrière jusqu'à ce qu'un événement à l'apparence anodine ne vienne tout accélérer.
Et vous imaginez bien que si je vous parle de ce Robert, c'est qu'il y a quelqu'un qui se cache derrière. La romancière en question a un peu la trouille de la pression, de l'attente du public à la simple évocation de son vrai nom, et voulait tenter une carrière dans le roman policier sans facilité, en envoyant son manuscrit par la poste comme elle l'avait fait en 1995, quand elle avait essuyé une douzaine de refus, ce qui paraît inconcevable aujourd'hui, et les 12 en question doivent certainement nourrir quelques regrets. Mais revenons au cas de Robert. Un soir, chez lui, Chris Kosage, avocat de celle dont on ne devait pas dire le nom, fait une dînette avec son épouse et la meilleure amie de celle-ci, Judith Calegari. Et Chris se gausse. Eh les filles, j'en ai une bien bonne. Eh, vas-y, raconte. Bah non, c'est un secret. Ah, t'en as trop dit ou pas assez? En tout cas, c'est un cas d'école. Non mais tu vas balancer, ouais. Bah, ça me brûle la langue, un peu comme une coupe de feu. Non mais il est lourd ton mec. Vous avez pas trouvé? Pourtant c'est pas sorcier. Bon, Chris, si tu veux pas que cette fourchette finisse dans ton œil, oui, ok. Robert Galbraith, c'est J.K. Rowling. And the Oscar goes to Frederick Souderall. Thank you. Bien entendu, cette reconstitution est totalement inventée, sauf le contexte et la chute et les cascades sont de moi. Après cette révélation sympathique, on eût pu en rester là, mais que croyez-vous que fit Judith Calegari, tout en connaissant le métier de Chris, le secret professionnel, le souhait de Rowling et toutes ses fariboles? Elle a fait ce que nous aurions tous fait à sa place. Elle va sur Twitter, se crée un faux compte et balance tout au Sunday Times. Évidemment, les ventes du livre ont décollé jusqu'à la rupture de stock et J.K. Rowling a perdu sa sérénité d'écriture. Robert Galbraith est toujours l'auteur de cette série, mais c'est J.K. qui fait la promo maintenant. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Madame Rowling a des mésaventures avec son nom. Lorsqu'elle trouve enfin un éditeur en août 96, celui-ci lui dit en gros... T'as fini? En gros, comment vous appelez-vous? Joanne Rowling. Bah, Joanne, c'est trop féminin. D'accord, en même temps, c'est mon prénom et je suis une femme. Ouais, mais là, on parle de l'histoire d'un jeune sorcier, c'est bourré d'aventures, c'est un livre pour garçons. Les garçons ne liront jamais le bouquin d'un auteur féminin. Non, j'ai compris, je m'en vais. Non, vous m'avez pas compris. Je veux bien courir le risque. On fait une édition de 1000 exemplaires, dont 500 pour les bibliothèques. Ça vous va? Mais il faut changer votre nom, quoi. On garderait l'initiale, J. Ça c'est neutre. Jay, c'est Johan. Ouais, et Tolkien, c'est du Johan peut-être, hein? J.R.R. Ça pète. Ça, c'est pour les petits mecs. Et J.R.R. Martin de Game of Thrones, ça, qui vient juste de sortir, il donne aussi dans le bonhomme, hein? Donc, on garde votre initiale. D'ailleurs, J.R.R., J.R.R. Bon, on va pas faire du R.R., mais votre deuxième prénom, c'est quoi? Kathleen. Parfait. À partir de maintenant, vous vous appelez J.K. Rowling. Et voilà comment Johan est devenu J.K. par le choix d'un homme seul. Maintenant, était-ce une bonne idée? Est-ce que la saga Harry Potter aurait eu le même succès si le nom sur la couverture avait été Joanne Rowling? J'ai bien mon idée. Pour ma part, je n'ai jamais rechigné enfant à lire Enid Blyton ou Agatha Christie, pour citer deux anglaises, mais nous ne le saurons jamais en réalité. Si aujourd'hui, il paraît impensable d'imposer à une femme de lettres un changement de genre pour se faire éditer, les diverses autrices, et oui, ce mot existe depuis toujours, ont dû supporter pas mal d'obstacles pour en arriver là. La misogynie ambiante, pour ne pas dire la phallocratie la plus redoutable, y est pour beaucoup. Les pseudonymes ont toujours existé, pour les hommes aussi d'ailleurs. Lorsque c'est un choix, ça se respecte, mais si c'est pour nier la nature même d'une créatrice, c'est franchement abject. Chers amis, je vous dis à bientôt. Ciao.